Bonjour à tous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur encore une fois une question liée à l'autisme. C'est une question qui traverse plein de thèmes, je pense, liés à l'autisme. Je dirais pas qu'elle est centrale, mais en tout cas, moi, elle m'a interrogée à un moment donné. Il y a des zones plus ou moins sensibles dans cette question de l'intime. Donc bien sûr, je vais définir ce que c'est, ce que ça recoupe, ce que c'est et quels sont les impacts justement dans notre vie, dans notre fonctionnement. Après, c'est une réflexion aussi qui m'appartient, qui est assez personnelle, parce que c'est aussi beaucoup en lien avec mon histoire et la façon dont on a bafoué mon intime. Donc, la question de l'intime, ce qui nous est intime. Et c'est pas pareil que l'intimité, je tiens à préciser. C'est vraiment en fait ce qu'on est par essence, ce qu'on est profondément, ce qu'on est de manière cachée. Et comment ce qu'on est de manière cachée, comment ce qui nous est intime peut parfois être exposé aux yeux de tous, scruté, et comment on peut être dépossédé de ce qui nous est intime par l'autre, par la société. Comment aussi notre environnement peut nous toucher intimement. Donc je vais parler de la question de la sensorialité, du rapport au corps, et ensuite de ce qui est privé, de ce qui est public, de ce qu'on garde. Qu'est-ce qu'on décide de transmettre de cet intime, de cette expérience intime du monde que l'on fait à travers notre autisme, notre fonctionnement autistique. Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on garde de cet intime. L'intime, par définition, c'est la réalité la plus profonde de quelqu'un. Donc, comme j'ai déjà dit, son essence. C'est quelque chose qui est un peu flou, mais qu'on pourrait qualifier par quelque chose qu'on garde caché et secret en soi. Ça s'oppose au public, donc ce qui est privé, contre ce qui est public. Mais l'intime, c'est aussi en lien, en connexion avec le monde et les autres. Donc c'est aussi ce qui nous lie, ce qui peut nous lier intimement à l'autre, de par une expérience commune, de par une vision commune qu'on partagerait secrètement et qu'on pourrait mettre en lien avec qui l'on est. On parle aussi de conviction intime, on parle de relation intime. Donc l'intime, j'ai déjà dit, elle renvoie à la question du corps. Elle renvoie donc à la question de la sensorialité, centrale dans l'autisme, mais je vais aussi parler de notre rapport au monde, notre rapport à l'autre et comment le monde nous impacte, et aussi de notre intégrité, on va dire, physique et psychique en tant qu'individu dans ce monde un peu zinzin, voilà, et comment est-ce qu'on garde des choses en soi, comment est-ce qu'on se préserve. La question de l'intime, bien sûr, elle concerne tout le monde, elle est à la fois éthique, sociologique, philosophique, mais aussi politique, comment notre intime est politiquement utilisé, comment la politique peut bafouer notre intime, peut bafouer nos corps à tous, comment nos corps sont exposés, comment nos corps sont utilisés, comment nos corps sont aussi traduits, mais du coup mal interprétés, mal traduits, comment est-ce qu'on peut se réapproprier notre intime. Et quand je parle d'intime, je parle de corps, je parle aussi d'expérience, hein, je parle aussi de notre vision, voilà, nos émotions. Donc c'est assez large. Et je voulais vous parler de cette question de l'intime qui, moi, me touche intimement, parce que il y a aussi la question des limites. Bon, moi, il se trouve que depuis toujours, vous le savez sans doute si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, les limites entre moi et les autres, entre moi et le monde ont toujours été floues. Mon expérience intime du monde s'est toujours fait dans une certaine confusion. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Avec les autres, comment comprendre l'intime de l'autre en le détachant de mon intime à moi, et vice-versa. Avec le monde, comment arriver à en avoir une expérience, on va dire, satisfaisante, une expérience aussi personnelle, donc une expérience intime, à m'en nourrir sans qu'il ne m'impacte trop, sans que ce soit trop frontal, brutal, brut, sans qu'il ne me déstabilise. Comment arriver à être moi qui je suis intimement dans ce monde, le petit roseau qui résiste au vent, et sans être complètement englouti parce que dépassé par mon expérience intime, par mon expérience sensorielle, par mon expérience émotionnelle du monde. Donc dans la question de l'intime se pose aussi la question de la juste distance, du coup, de la limite, de la délimitation entre ce qui nous est intime, ce qui nous appartient, ce que l'on prend et ce que l'on garde, et de ce qui ne l'est pas. Et comment tout ça, ça entre en interaction avec notre environnement. Et donc moi, voyez-vous, depuis le début de ma vie, bah autiste ou pas d'ailleurs, c'est pas la question, parce que ça, je vais en parler plus tard, je vais approfondir. Tout se mélange tout le temps dans mes expériences. Je suis dans une éternelle
permanente contagion émotionnelle avec le monde et les autres. C'est mon fonctionnement, c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que j'éprouve, c'est comme ça que je ressens. Alors, ça va un petit peu mieux maintenant, mais il fut un temps où je voyais quelqu'un pleurer dans la rue, je pleurais. Je voyais quelqu'un s'énerver à la télé, je vais t'énerver. C'était vraiment instinctif, viscéral, immédiat. Et bien sûr, cette difficulté à se réguler, donc ça m'appartient là encore, c'est en lien avec mon histoire, comme j'ai déjà dit en début de vidéo. Ça ne concerne pas uniquement l'autisme, mais si on rajoute en plus le fonctionnement autistique, on va dire que ça rajoute des difficultés, puisque effectivement nos particularités font qu'on a du mal à ressentir, comprendre, exprimer nos émotions en temps réel dû au délai de traitement de l'information. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment fonctionne le cerveau des autistes si vous voulez en savoir plus. Il y a aussi l'alexithymie, la difficulté à nommer les émotions chez soi, chez les autres, l'hypersensorialité bien sûr, qui est centrale, le fait qu'on ait tellement d'informations sensorielles et en particulier visuelles à traiter, qu'on se noie là-dedans et qu'on est complètement tourné vers l'extérieur au lieu de se concentrer sur l'intérieur. Et donc, finalement, que tout ça, ça crée là encore de la confusion. Que nos sens sont tellement forts que ça entraîne une surcharge sensorielle, mais aussi émotionnelle. Donc tout ça, forcément, ça malmène la question de notre limite interne, voilà, de notre enveloppe interne, de notre carapace, de notre sécurité interne, pour toutes ces questions. Et donc, c'est en cela que je trouvais que la question de l'intime était intéressante. Et la première chose que je voudrais dire, pour débuter cette réflexion, c'est à quel point souvent, moi, on m'a pas appris à préserver ce qui m'était intime. C'est-à-dire que moi, je me suis même pas posé la question de ce que je pouvais dire ou pas, de ce que je pouvais garder ou pas, de ce qui était secret ou pas. J'ai pas été élevée comme ça. Je me suis pas posé la question. Et pourquoi je me suis pas posé cette question, ou pourquoi cette question elle a pas été posée, ou elle a mal été posée chez moi, c'est tout simplement parce que en fait j'ai toujours été tellement noyée qu'il fallait dans un premier temps que je me concentre sur l'extérieur, sur l'extérieur, éclaircir le monde, donner du sens au monde. C'était un peu la première étape pour ensuite pouvoir y voir plus clair et éventuellement approfondir un peu ma personne. Voilà, puisque comme je l'ai déjà expliqué, le traitement de l'information fait que tout est en décalé, tout est très intense, puisqu'il y a la sensorialité. Et donc c'est vrai que ça donne une tendance, en tout cas moi c'est le cas, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, d'être beaucoup à essayer voilà, de comprendre l'extérieur, de démêler l'extérieur, et puis il y a aussi après de démêler ma tête dans un second temps. Et donc finalement là ensuite va se poser la question de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, mon espace, voilà. C'est vraiment des choses un peu floues qui sont mal posées. Et c'est vrai que notre place dans le monde, dès le début, n'allait pas de soi. On est né, on n'avait pas forcément notre place. Et donc il a fallu aller chercher sans cesse aussi à l'extérieur. Et ça, c'est un combat, c'est une lutte de plusieurs années, de décennies. Il faut aller chercher une validation, des réponses, un droit à exister, à être aimé. Et que dans ce rapport-là, qui crée aussi un rapport de force, hein, notre essence, notre intimité sont bafouées en fait. Parce que là, pour la plupart d'entre nous, euh, c'était pas une question. L'enjeu, c'était pas d'être respecté dans notre intimité. Ça, je dirais presque que ça passe après, comme j'ai déjà dit, c'est accessoire. L'enjeu, c'était tout simplement je dirais, de comprendre, mais aussi de survivre. De survivre dans ce monde. Et pour ça, fallait se battre. Voilà, fallait pousser les murs. Fallait donner, mais sans forcément recevoir. Notre place semblait être sujet à négociation, à condition. Notre valeur aussi. Et donc nous là-dedans, je pense qu'on a eu tendance à s'oublier, à s'effacer. Alors je dis on, je dis nous, mais bien sûr ça, c'est mon histoire, c'est mon rapport au monde. Et avec le temps, ça a pu donner comme schéma, comme réflexe, comme comportement, je sais pas, cette hyper vigilance à l'autre, cette hyper adaptabilité aussi, je vais y arriver, à l'environnement. Et en ce sens, la fameuse tendance à l'hypersensibilité, je vous invite à vous renseigner sur les traumatismes et le lien avec l'hypersensibilité. Et la théorie qui veut que l'hypersensibilité serait en fait une réponse traumatique à un environnement dysfonctionnel. Donc
qui ferait qu'on serait hyper, voilà, hyper vigilant, hyper attentif, hyper sensitif. Et donc ça donne l'impression que c'est une hypersensibilité, mais en réalité c'est plus que c'est une réponse traumatique. Et effectivement, comme c'est une réponse traumatique, là encore, notre intimité, nos limites, on ne peut pas vraiment les consolider dans cette logique-là, dans ce schéma-là. Et ça a aussi donné, entre guillemets, des bonnes choses, cette tendance à être touché intimement par le monde, au gré de nos expériences, de nos rencontres, quelque chose forcément résonne en nous très fort, puisqu'on se construit toujours par écho, par miroir, et qu'en fait, on arrivait mieux à se lire soi-même et à comprendre qui on était, mais sous tout cela donnait aussi beaucoup de pouvoir aux autres en fait. C'est-à-dire que c'était les autres qui nous définissaient, qui nous traduisaient à notre place, qui traduisaient pour nous notre essence, parce que pour nous c'était difficile, voire impossible, d'accéder à nous-mêmes seuls. Mais ce regard-là, ce regard qu'on leur demandait de poser sur nous, de définir pour nous, à notre place, en fait, il était sans cesse biaisé, ce qui fait que nos expériences intimes ont été confisquées, ont été mal traduites, ont été mal interprétées pour nous également. Et actuellement, il se pose la question de se réapproprier ses limites, de se réapproprier son intime. Toutes les fois où on nous a dit mais non, t'es pas fatigué, mais non, il fait pas froid, voilà, c'est des petites choses qui font que notre expérience intime du monde, à travers les sens notamment, elle est minimisée, elle est reniée. Et qu'il faut se réapproprier ça, il faut se réapproprier ces sensations dans ce monde en fait. Son corps, le corps dans ce monde. Et ce qui fait qu'on était intimement, sans cesse, sujet aussi à débat. Donc ça, c'est un autre point. Sans cesse exposé. Parce que dans cette éternelle quête de soi, on montrait trop facilement à l'autre. On donnait tout pour obtenir les clés de soi-même. Et donc, il y avait effectivement cette tendance à... on donnait tout sur la table et allez-y, expliquez-moi ce qui pouvait entraîner des relations toxiques, voilà, beaucoup de choses négatives pour nous. Et puis, nous, du coup, on n'était pas vraiment, là encore, à notre juste place et on donnait trop de place aux autres. Et on pouvait aussi être sans cesse remis en question par l'autre, comme j'ai déjà dit, dans notre essence. Et je trouve que c'était ça le plus douloureux pour moi, c'est-à-dire que euh, finalement, en fait, ce qu'on me reprochait, c'était pas tellement des comportements, c'était plutôt, en fait, vraiment qui j'étais. On me reprochait qui j'étais. On me disait que j'étais trop sensible, que j'étais trop calme, que j'étais trop timide. Donc, qui j'étais intimement, par essence, était sans cesse un problème, mais aussi remis en question. Mais aussi exposé, scruté, traqué à travers ma bizarrerie plus ou moins apparente, hein, qui était qualifiée comme telle par les autres, mon décalage, ma maladresse. Donc, qui j'étais intimement était un souci et provoquait un rejet ou en tout cas un questionnement et n'allait pas de soi. Donc là aussi, notre intimité a pu être malmenée, remise en question, bafouée. Notre intimité et notre intégrité en fait. Et une fois identifiée autiste par moi-même, par les autres, la société, validée par un diagnostic, ça a pu donner une tendance similaire, mais qui en apparence paraît positive, mais qui ne l'est pas du tout. Où là encore, mon intimité a été exposée à la vue de tous, a continué de manière tout aussi malsaine, à travers un regard posé sur moi qui n'était toujours pas le bon. Où là, on se permettait un petit peu de me scanner pour identifier où était l'autisme chez moi, vous voyez, en quoi j'étais autiste, et en surinterprétant certaines petites choses, en croyant que c'était là que l'autisme se logeait, alors que pas du tout. Ça n'avait rien à voir. Et donc, toujours, là encore, en me considérant comme objet. Mais un objet positif, mais un objet quand même. Un objet de regard, un objet de valeur, un objet d'intérêt, un trophée. J'étais un peu l'autiste Asperger du groupe, vous voyez. La fille, entre guillemets, super intelligente. Ce qui était vraiment très très caricatural et faux. Donc comme si voilà, j'étais devenue soudainement intéressante parce qu'un petit peu exotique. Une sorte de trophée, voilà, de petit singe de laboratoire. Et je parle de ça parce que je trouve que c'est assez douloureux, c'est assez difficile. Et je pense pas que les personnes non autistes ont autant de questionnements autour de leur expérience intime du monde. Mais nous, en tant qu'autistes, pourquoi toutes nos expériences comme ça sont aussi sujets à questions, à débats, à fascination. Enfin, moi, on m'a déjà demandé oh là là, vous êtes autiste, vous avez des particularités sensorielles, d'une manière un petit peu trop enthousiaste et excitée à mon goût, vous voyez. En fait, ça m'appartient.
mes expériences sensorielles, pourquoi elles devraient être mises sur comme ça, elles devraient être exposées aux yeux de tous, pourquoi je devrais en parler, pourquoi je devrais parler de ce que mes sens, me procurent en fait. Si ça me regarde, ça vous regarde pas. Voilà, et c'est vrai que je trouve que voilà, il y a ce regard-là biaisé sur les autistes qui, là encore, nous confisque un peu nos expériences intimes, on veut entre guillemets médiatiser nos expériences intimes. Donc là encore, une façon de nous déposséder de qui on est intimement, et encore plus dépossédé par toutes ces connaissances qu'on plaque sur moi, qui viennent me déshumaniser davantage, et m'extraire de force dans mon intimité. Donc cette façon de parler, comme j'ai déjà dit, du corps des autistes et de la sensualité des autistes sans les autistes, de quelque chose de très intime, comme si on cherchait vraiment de l'extérieur à nous comprendre, à nous sonder sur nos sensations. Et là encore, je suis pas sûre qu'on ferait ça d'une personne non autiste. Et cette fascination que ça provoque, qu'elle n'est pas toujours bien placée, elle donne cette impression d'être dépossédée de notre intimité. Et je dirais que en fait, c'est peine perdue de faire ça. Je pense qu'on aura beau essayer de nous scanner comme ça, de la tête aux pieds, de rentrer dans notre tête, de rentrer dans notre corps, de jeter nos sensations intimes sur la place publique, on sera toujours un grand mystère pour les gens, pour la société, au fond. Il restera toujours quelque chose de nous à préserver, et toujours quelque chose de nous qui résiste. Et ça, c'est une bonne chose. On aura beau, voilà, pendant des années, avoir appris à donner sans limite, sans respect, sans respect pour notre cadre interne, il y aura toujours moyen de conserver quelque chose de nous, de sauvegarder quelque chose de nous, de retrouver. C'est pour ça que des personnes qui masquent pendant des années, des décennies, elles ont le diagnostic, déjà ça va mieux, elles se retrouvent elles-mêmes. Donc c'est jamais peine perdue. C'est jamais peine perdue de se réaligner. Et il y a un autre souci aussi, donc ça c'est un peu la façon dont nos corps sont exposés intimement, mais l'autre souci c'est aussi la façon dont le monde effectivement nous touche intimement, nous transperce. Et forcément, cette vague qui nous submerge, on a besoin de l'évacuer. Mais dans un premier temps, peut-être qu'il faut se poser la question, enfin, il faut définir un cadre, un temps, un espace sécurisant. Euh, Parce que le souci, c'est que on ne sait pas quoi faire de toutes ces informations qui nous arrivent, de toutes ces sensations. Et on a tendance à vouloir immédiatement les communiquer à l'autre et tout donner sans limite, sans cadre. Et voyez. Et donc, si on arrive à la dernière question que j'ai posée en introduction, qu'est-ce qu'on décide de donner de cet intime? Qu'est-ce qu'on décide de transmettre de cet intime? Pendant longtemps, peut-être qu'on ne s'est pas posé la question. Donc, il faut peut-être commencer à se la poser et à choisir ce que je garde, ce que je donne, ce que je conserve. Euh, et d'ailleurs, je tiens à parler du fait que ça peut aussi être vécu comme très agressif, le fait de sans cesse déverser son intimité. De la même façon que on peut avoir l'impression qu'on nous vole notre intimité, l'autre en face, à qui on se confie, parce qu'on est dans cette mécanique là, cette logique là qu'on a intériorisée mais qui n'est pas la bonne, peut aussi avoir l'impression qu'on l'agresse en fait en lui imposant un récit intime qu'il n'a pas demandé à connaître, des faits parfois plus ou moins choquants ou difficiles pour lui aussi à écouter, à entendre, auquel il a pu ne pas être préparé et à quoi il n'avait pas consenti. Donc c'est aussi le revers de la médaille, quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'en fait, il y a cette continuité effectivement de, de- d'exposer son intimité, d'exposer ce qu'on ressent, ses émotions, etc., ses réflexions, dans l'idée peut-être très positive de partage, mais ça peut ne pas être vécu comme tel par les personnes. Mais je reviendrai dessus parce que j'ai aussi une réflexion intéressante sur le partage d'intimité et qui peut être très mal vu, voire tabou. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. J'en parlerai à la fin. Donc, c'est quelque chose que, en fait, j'ai mis du temps à comprendre. C'est ce qu'on appelle l'intrusion, quelque chose d'intrusif. Et moi, en fait, j'ai toujours vécu là-dedans. Pour moi, c'était la norme qu'on m'intrusait en permanence. Et pourtant, je n'ai pas été agressée, je tiens à le dire. Ça n'a pas été jusque-là, mais c'était de manière beaucoup plus subtile. Vous voyez, des questions qu'on posait, mon corps qui était sujet à débat, au repas de famille, en tant que aussi fille, forcément, il y avait la question autour de voilà, les garçons, tout ça. Et donc, en permanence, voilà, en fait, on se mêlait de ma vie. Et en plus, en tant qu'autiste, il y a cette hyper sensorialité. Il y a aussi cette tendance à l'hyperverbalisation, donc qui est parler, parler, parler pour réussir
en fait, à démêler sa tête et puis à traiter toutes les informations dans le détail et puis aussi dans cette recherche d'exhaustivité qui fait qu'on a besoin de voir très très large pour ensuite, comme un entonnoir, resserrer la réflexion sur finalement la pierre un peu polie, la plus intéressante à extraire de tout ce flot d'informations. Mais pour cela, en amont, il faut d'abord tout exposer. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et on peut utiliser du coup l'autre un peu comme un support. Donc l'autre est un peu déshumanisé malgré lui, même si c'est pas notre intention première, mais support de notre réflexion, de notre hyperverbalisation, de notre élaboration infinie, qui est pas forcément intéressante ni une bonne chose, je viens de dire. Et bien sûr, dans l'autisme, il y a aussi toujours ces absences de code, enfin cette difficulté à comprendre les codes, qui fait qu'on peut du coup se confier en fait très très facilement, très vite, à des parfaits inconnus, comme ça. Ça peut être très fluide, ça peut aller tout seul et en fait on se rend pas compte, voilà. Des personnes qu'on considère comme fiables, qui nous touchent, parce que nous aussi on fait pas de hiérarchie, voilà, parce qu'on n'a pas ce sens du secret. Et par là, bon, ça peut être dangereux, on peut se mettre en danger. On peut aussi mettre mal à l'aise l'autre, on peut aussi, quand je l'ai dit, ça peut être vécu comme intrusif par l'autre. Et la question de la protection. Ne pas protéger, ne jamais protéger son espace. Comme son petit jardin secret. Moi, c'est une réflexion que j'ai eu récemment, protéger mon petit jardin secret. Et d'ailleurs, en parlant de moi, je me suis souvent demandé à travers cette chaîne YouTube si je n'en disais pas trop. Si je donnais pas trop d'informations comme ça sur la table de tout le monde. J'ai l'impression que je garde quand même mon petit jardin secret. Mais je me demande parfois est-ce que j'ai pas intérêt à moi m'exposer, voilà, en sachant qu'en plus l'intrusion c'est quelque chose d'assez traumatique chez moi. Euh, donc cette impression très très désagréable qu'on peut lire toute ma vie, enfin qu'on peut me lire comme un livre ouvert, que je suis la peau à nu, la peau à vif, que je montre quand je suis vulnérable, je montre quand je suis fatiguée, à travers ces vidéos, mais même dans ma vie en général, dans ma vie aussi, ou dans les moments de ma vie formels où je dois un peu faire poker face, je n'y arrive pas. Que je ne sais pas mentir, voilà, que je ne sais pas trop ce que je peux donner de moi, ce que je peux ne pas donner. Donc c'est vrai que je suis quand même un peu vulnérable par rapport à ces questions, et pourtant j'y vais, et je parle, et je parle, et je parle. Mais bon, après je me suis aussi demandé, et si c'était pas ça ma force, justement, de dire, de dire et d'assumer en fait, et d'assumer que bah je suis vulnérable, bah oui, je suis pas invincible, et de nourrir cet intime en fait, ce partage d'intimité comme une force en fait, comme une conception du monde, une philosophie presque, voilà, où c'est en fait une façon de donner, mais de donner vraiment une façon de créer un lien, de créer une connexion réelle, authentique, à travers ce qu'on dit de soi. Voilà, après il ne faut pas trop dire forcément, mais moi je pense que j'en suis pas là non plus. Mais c'est vrai que je dis parfois des choses assez profondes de moi, assez personnelles. Mais là encore, ça ne me dérange pas, j'ai pas l'impression de transgresser quelque chose. Et finalement, toutes les personnes qui considèrent ça comme un aveu de faiblesse, qui interprètent ça comme une autorisation à abuser, une autorisation à, à contrôler, à juger, qui voient ça comme des failles, comme une fragilité, tous ces jugements-là, et qui se saisissent de ça pour m'atteindre, bah, j'ai envie de dire tant pis pour eux, et puis bah, tant pis pour moi aussi. Mais moi, je vais pas me priver de beaux échanges, je vais pas me priver de cette envie que j'ai de pour moi, les mots ont toujours été thérapeutiques et de toute façon, je peux pas m'en empêcher. Je crée toujours des espaces, c'est plus fort que moi. Donc au final, et puis au final, je dirais aussi qu'on ne dit jamais tout de soi quand même. Et il y a quand même, j'ai quand même conscience qu'il y a des choses à ne pas révéler, des informations, parce que à défaut de vouloir me protéger, bah, par contre, je veux vraiment protéger mes proches. Et donc c'est peut-être ça ma limite, c'est peut-être ça mon cadre. Et, euh, et en plus, je vis autant en fait dans la peur de l'intrusion en ce qui me concerne que dans la peur d'être intrusive. Bon, ça, c'est autre chose. Donc j'ai toujours peur effectivement d'embêter les gens avec mes histoires. Donc c'est un peu paradoxal parce que je vais avoir tendance à parler très très facilement de mes expériences intimes. Quand je dis expérience intime, c'est-à-dire de ma façon de voir les choses, mon ressenti, mes émotions. Et en même temps, il y a des moments où je j'ose pas aussi parler. J'ose pas dire quand ça va pas. J'ose pas dire quand j'ai peur. Enfin,
C'est un peu paradoxal ce que je dis du coup, mais parce que j'ai aussi été élevée dans ce schéma de un peu du petit soldat, pour qui tout va bien tout le temps. Et parfois je le crois moi-même. Je crois moi-même que tout va bien, alors que non, pas du tout, ça va pas bien. Je crois moi-même parce que si j'arrive pas à m'en rendre compte en temps réel que là je suis extrêmement fatiguée, là je suis extrêmement déprimée, là je suis extrêmement triste, là je suis extrêmement touchée. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai peur de gêner les autres, voilà. Et c'est vrai que je pense quand même beaucoup, je me cale encore actuellement beaucoup sur l'environnement, sur les autres, et pas sur moi, ce qui est un petit peu problématique, parce que j'ai tendance un peu à m'oublier. Donc, euh, donc je me dis que en fait, au final, je sais que je suis toujours respectueuse, et qu'en fait, qu'est-ce qui gêne là-dedans? Je pense pas que j'intruse les gens, enfin que je suis indécente dans mon discours sur moi-même, dans mes expériences intimes. C'est pas ça. Je pense qu'en fait, ce qui dérange les gens, c'est que je suis franche. C'est que je dis les choses telles qu'elles sont. C'est quand j'enlève malgré moi la poussière sous le tapis, en fait, je mets des dossiers sur la table, voilà. Et j'ai pas peur, voilà. Et j'ai pas forcément de tabou. C'est très facile de me parler. Les gens me confient souvent des choses, voilà. Pas forcément peur de parler, voilà. Et, euh, et je dirais même que c'est assez thérapeutique, cette posture-là. Cette posture, donc, non pas de tout dire de son intimité, mais de révéler un peu ce qu'on veut de son intimité, de son espace, voilà. Parce que c'est aussi une façon presque de lutter contre les non-dits qui font tellement de mal, contre les secrets qu'on garde à tout prix, qui détruisent tout, contre voilà, les tabous, les tendances à pas dire les problèmes, voilà. Et moi, contre ça, c'est presque militant chez moi, c'est bah non, moi je parle. En fait. De toute façon, ça me déborde tellement, parfois, enfin, les choses me touchent et me heurtent tellement que c'est presque insupportable de garder ça pour moi en fait. Donc c'est un état d'esprit, mais c'est presque aussi un besoin en fait, c'est un besoin chez moi. Et donc voilà ma conclusion finale, c'est que parfois, alors effectivement, moi j'ai pas appris à préserver mon intimité, mon espace, mon petit jardin secret. En même temps, je préserve beaucoup mes proches et à travers mes proches, bah moi forcément, notamment ma famille. Je pense qu'il faut faire attention aussi à la façon dont nous, en tant qu'autistes, on peut être déshumanisés par la société, par les psys, par le milieu médical, par nos proches. Façon, ce regard un peu intrusif, un peu euh, voyeur, vous voyez, la façon voyeur de dire ah c'est une autiste, alors on va voir comment elle fait, comment elle pense, comment elle ressent. C'est quelque chose dont il faut faire attention et qu'il faut aussi avoir en tête. Mais ensuite, je dirais que partager son expérience intime du monde, c'est plutôt généreux, c'est plutôt positif, c'est plutôt sain. Si la personne, elle est prête à l'entendre. Et je dirais même que ça fait moins de mal que quelqu'un qui va tout garder pour lui. Et moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je supporte pas les gens qui sont hyper méfiants tout le temps et qui sont dans la rétention d'informations, dans la suspicion, dans la paranoïa. Vous savez, franchement, c'est quel lot d'énergie, enfin, quelle dépense d'énergie inutile. Alors qu'on pourrait être juste une logique de respect et de bienveillance et de confiance. Et effectivement, après, si on voit que c'est pas ok en face, on se repositionne et on remet des limites et on remet un cadre. Mais voilà, donc moi je suis plutôt dans cette logique-là de partage et de sincérité, de discours sincère, et d'essayer de trouver des stratégies pour préserver mon intimité. Je voulais aussi parler des relations intimes, un sujet dont j'ai pas encore parlé sur ma chaîne, qui est un peu peut-être difficile pour vous. Pour moi, ça l'est pas, mais c'est vrai que je n'osais pas trop faire des vidéos sur le sujet, mais parce que j'ai peur justement que ce soit utilisé de manière voyeuriste, vous voyez. Mais si ça vous intéresse et si vous avez envie, besoin que j'aborde le sujet, je l'aborderai avec plaisir sur cette chaîne. Parce qu'il n'y a pas de tabou sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté pour cette longue vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao, bye bye.